Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un rôle professionnel intense. Vraiment. On va parler d'une fonction clé, mais souvent peu visible, celle de cadre dans le secteur éducatif spécialisé. Et plus précisément en protection de l'enfance. Pour ça, on s'appuie sur un guide assez dense intitulé Être cadre dans le secteur éducatif. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'aller voir de près les défis, les multiples casquettes, et puis les compétences, hein, très pointues, que ce poste exige. C'est un rôle pivot, on le sent déjà, toujours sous tension. Ah oui, tout à fait. Et le guide, d'ailleurs, met tout de suite le doigt sur une tension centrale. Il parle de triangle. C'est une image, hein. L'institution d'un côté, avec ses règles, ses contraintes. L'équipe éducative, avec ses besoins, son engagement très fort. Et puis bien sûr les jeunes, avec leurs histoires, leurs problématiques souvent complexes. Et le cadre, eh ben, il est pile au milieu de tout ça, en permanence. Et ça crée, le guide utilise un terme très juste, je trouve, un inconfort structurel. C'est pas un bug, quoi. Ça fait partie du job. Le cadre, il devient une sorte de traducteur, tu vois, entre ces trois pôles. Justement, parlons-en de cette position d'interface. Qu'est-ce qui la rend si différente, par exemple, du management en entreprise classique? On imagine bien que c'est pas la même chose que gérer des produits. Ah ben, la différence, elle est énorme, fondamentale. On gère de l'humain, et de l'humain en grande vulnérabilité, avec une part d'imprévisible immense. Le but, c'est pas d'optimiser un process. C'est de tenir ensemble des choses parfois totalement contradictoires. Le guide donne un exemple, celui de Sarah. C'est une éducatrice, elle veut monter une sortie escalade pour Kevin, un jeune très renfermé. Pour elle, c'est éducatif. C'est peut-être la seule clé pour entrer en relation. Ça se tient, hein, pédagogiquement. Mais bon, du point de vue de l'institution, ça pose plein de questions. Le budget, l'équité avec les autres jeunes, la sécurité, la responsabilité. Et le cadre, il doit arbitrer. Sachant qu'il n'y a pas de bonne solution miracle qui va satisfaire tout le monde. Jamais. Cet inconfort, c'est ça. Devoir dire non à son équipe pour des raisons institutionnelles. Ou, à l'inverse, défendre auprès de la direction des pratiques un peu hors cadre, mais qui sont les seules adaptées à cette situation précise. C'est intéressant cette idée que l'inconfort, finalement, c'est pas un problème à régler, mais une caractéristique intrinsèque du poste. Le guide insiste là-dessus d'ailleurs. Il dit que sans ce cadre qui absorbe, qui gère ces tensions, tout le système pourrait s'écrouler, hein. Entre l'épuisement des équipes d'un côté et la rigidité de l'institution de l'autre, qui pourrait bloquer toute action éducative. C'est exactement ça. C'est un rôle de garant de l'équilibre, même si, oui, c'est inconfortable. Mais attention, cet inconfort, faut pas le voir que comme un poids. Le guide le dit bien. Une fois qu'on l'a repéré, qu'on l'assume, ça devient aussi un moteur pour développer des compétences hyper spécifiques. La négo fine, l'arbitrage dans des situations complexes, la créativité pour trouver des solutions un peu entre les lignes. C'est un accélérateur de compétences humaines et managériales, en fait. D'accord. Alors, explorons les missions clés que le guide détaille. La première, garant du cadre et de la sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Plus qu'appliquer un règlement bêtement, j'imagine. Oui, l'idée forte du guide, c'est ça. Le cadre, c'est pas juste le gardien du temple réglementaire. Il doit faire vivre le cadre. Il faut qu'il soit solide, bien sûr, pour contenir, pour structurer, pour rassurer aussi, mais il doit être aussi assez souple pour s'ajuster aux situations humaines, quoi. Il y a l'exemple de Léa à 17 ans. Elle demande à garder son téléphone la nuit. Pourquoi? Pour écouter des messages vocaux de sa grand-mère qui vient de décéder. Bon, le règlement dit pas de portable la nuit. Si on l'applique à la lettre, c'est presque maltraitant dans ce cas précis. Mais si on cède complètement, on crée un précédent, ça devient ingérable. Donc, le job du cadre, c'est de chercher une troisième voie. Peut-être qu'elle peut écouter les messages au bureau avant de dormir, ou les transférer sur un lecteur MP3 sans connexion. L'idée, c'est de garder le sens de la règle, le collectif, le besoin de repos, tout en entendant la singularité, la souffrance de Léa. Et pour la sécurité, c'est pareil, hein, c'est large, hein. Sécurité physique, bien sûr, mais aussi psychique. Le guide parle même de 3 niveaux. La sécurité de base, les issues de secours, les extincteurs, bon. La préventive, anticiper les risques, former les équipes à la désescalade de la violence par exemple. Et la dynamique, la gestion en direct, l'ajustement permanent. Maintenir le sens tout en s'adaptant. Ça demande une sacrée gymnastique, intellectuelle et émotionnelle, en permanence. Et ça nous amène directement à la deuxième mission. Manager et soutenir son équipe. Trouver le bon équilibre entre diriger et laisser faire, ça semble essentiel. Mais la reconnaissance, le guide insiste beaucoup là-dessus. Comment elle s'intègre concrètement? C'est absolument central.
Parce que c'est un métier où l'engagement émotionnel est vaste, énorme, très fort. Les professionnels y tissent des liens intenses avec les jeunes. Parfois, oui, des liens de type transférentiel. C'est une force, mais ça les fragilise aussi, ça les expose. Le guide donne l'exemple de Marie, une éducatrice très investie auprès d'Aïcha. Et elle a du mal, vraiment du mal, à accepter que le relais soit passé à un autre service, comme c'était prévu. Le rôle du cadre, là, c'est de comprendre cet attachement, de le valider, de le respecter. Mais en même temps, de tenir le cap fixé par l'institution et aussi de protéger l'éducatrice, éviter qu'elle s'épuise dans un surinvestissement. La reconnaissance, ça passe par des actes concrets. Prendre le temps d'écouter Marie, valider son travail exceptionnel avec Aïcha, tout en expliquant pourquoi le relais est nécessaire. Ou l'exemple de Thomas, qui se prend une agression verbale très violente. Comment il se sent avant de parler procédure. Le guide résume ça en 5 piliers du soutien. La présence, être là, disponible. L'écoute, vraiment active. La protection, faire rempart quand il faut. Le développement, proposer des formations, des analyses de pratique. Et, bien sûr, la reconnaissance. Valoriser le travail, même les petites avancées. Cette charge émotionnelle, ça doit rendre le management particulièrement délicat. Et j'imagine que c'est encore plus fort dans la troisième mission, arbitre et décideur en cas de crise. Quand tout s'embrase, le cadre est en première ligne. Comment on passe de la gestion de l'urgence pure à l'analyse de ce qui s'est passé? C'est tout l'enjeu, oui. L'exemple de Jordan qui met le feu à sa chambre. C'est suite à l'annonce qu'une sortie très attendue est reportée. C'est un cas d'école. D'abord, l'urgence absolue. Éteindre l'incendie, mettre tout le monde en sécurité, évidemment. Mais très vite, le rôle du cadre, c'est d'aller voir derrière. Qu'est-ce que cet acte raconte? Comment l'info du report a circulé? Pourquoi cette réaction si extrême? La crise, c'est souvent le symptôme visible d'un truc qui dysfonctionne plus en profondeur. Et la décision, elle se prend souvent dans le flou, dans l'incertitude. L'autre exemple du guide. Sofiane, 17 ans. Il n'est pas rentré à l'heure prévue. Mais il appelle. Il dit où il veut négocier son retour pour le lendemain. Le protocole dit « fugue ». Déclaration immédiate. Mais là, il maintient le lien. Alors, quoi faire? Appliquer strictement le protocole et risquer de couper définitivement le lien. Ou faire confiance, prendre ce risque et potentiellement créer un précédent. Il n'y a pas de réponse simple, c'est clair. La tentation de se réfugier derrière le protocole, elle est forte, parce que ça décharge d'une partie de la responsabilité immédiate. Mais c'est souvent au détriment de la relation éducative et de la capacité de l'institution à s'adapter, à innover un peu. Oui, cette tension entre le protocole et l'adaptation, elle semble revenir tout le temps. Et on la retrouve sans doute dans la quatrième mission, qui est peut-être plus discrète, mais tout aussi essentielle. Médiateur entre le terrain et l'institution, comment on joue ce rôle de traducteur sans être vu comme déloyal par l'un ou par l'autre? C'est un exercice d'équilibriste, oui, en permanence. D'un côté, il faut traduire les besoins du terrain. Par exemple, un besoin de plus de souplesse, un projet spécifique pour un jeune. Il faut le traduire en langage institutionnel, objectif, budget, évaluation des risques, pour que la direction comprenne et adhère. Et inversement, quand il y a de nouvelles directives, des contraintes budgétaires, il faut les traduire pour l'équipe, expliquer la logique, le cadre, sans juste les imposer de manière brutale. C'est aussi un rôle de filtre, un filtre intelligent. Protéger l'équipe d'un excès de paperasse inutile, par exemple, et protéger l'institution de pratiques de terrain qui, même si elles sont créatives, pourraient être risquées si elles ne sont pas bien pensées, pas cadrées. Le guide prend l'exemple des sorties tard le soir, un peu informelles. Ça marche super bien jusqu'au jour où il y a un incident. Le rôle du cadre, c'est pas de tout interdire par principe, c'est plutôt de se poser avec l'équipe et de construire un protocole. Un protocole qui sécurise la pratique, mais qui garde l'intention éducative de départ. Transformer un point de friction en occasion de s'améliorer ensemble, c'est toute la finesse du truc. Toutes ces missions, elles prennent une couleur particulière dans ce contexte éducatif très spécialisé. Le guide parle d'ailleurs de la tension structurelle entre sécurité et accompagnement. Comment on évite que la peur, légitime des incidents, ne transforme les lieux en espèce de forteresse répiciente? Le piège, ce serait de les voir comme opposés, sécurité ou accompagnement. Alors qu'en fait, les deux sont liés, interdépendants. Le guide propose plutôt de penser en termes d'articulation. Comment on articule les deux? Prenons l'exemple d'une activité, boxe, pour des jeunes qui ont des soucis avec la violence. D'un côté, la logique éducative dit « super idée, ça permet de canaliser, d'apprendre les règles, le respect ». De l'autre, la logique sécuritaire s'inquiète, risque de débordement, de blessure. Le rôle du cadre, c'est de construire un dispositif qui intègre les deux logiques. Oui à la boxe,
Mais avec quel encadrement précis? Avec quels objectifs clairs? Quelle évaluation on met en place? Il ne s'agit pas de choisir l'un contre l'autre de façon dogmatique, mais de créer les conditions pour que la pratique soit à la fois sécurisée et éducative. Et surtout, résister à la tentation du «plus jamais ça» après un incident grave. Cette réaction conduit souvent à prendre des mesures générales, hyper rigides, qui sont finalement contre-productives. Mieux vaut une analyse fine de ce qui s'est réellement passé et des ajustements ciblés. Dans ce tourbillon d'imprévus, de tensions, maintenir une posture stable est décrit comme crucial. Qu'est-ce qu'on entend par stable? C'est pas la rigidité, j'imagine? Non, non, surtout pas la rigidité. La stabilité, ici, c'est plutôt la cohérence, la prévisibilité, la constance. C'est être un point de repère fiable. Pour les jeunes, d'abord, qui ont souvent vécu des parcours chaotiques, des ruptures multiples, mais aussi pour l'équipe, qui a besoin de sentir une direction, une ligne claire. Et ça passe beaucoup par la capacité du cadre à gérer ses propres émotions. C'est essentiel. Ne pas réagir à chaud, ne pas se laisser submerger par l'angoisse ambiante, pour pouvoir continuer à analyser, à décider le plus sereinement possible. C'est une forme de solidité intérieure, en fait, qui est très rassurante pour tout le monde. La constance aussi dans les positions prises, ne pas changer d'avis tous les 4 matins sous la pression, et la fiabilité de la présence physique. Être là. C'est simple, mais c'est fondamental. Rester stable, ça repose sans doute sur ce que le guide appelle l'intelligence relationnelle. Est-ce que c'est une compétence qui s'apprend, qui se développe, ou c'est plutôt une qualité qu'on a ou qu'on n'a pas? Ah, le guide est très clair là-dessus. C'est une compétence qui se travaille, qui se développe, absolument. C'est cette capacité à décoder ce qui se passe, au-delà des apparences. Il y a un exemple dans le guide. Un conflit entre 2 éduques, Sophie et Marc, sur l'accompagnement de Younes. En surface, le débat c'est faut-il être plus ferme ou plus souple? Classique. Mais l'intelligence relationnelle du cadre, ça va être de chercher à comprendre ce qui se joue vraiment en dessous. Peut-être une vieille histoire mal digérée pour Sophie, une projection personnelle pour Marc. Comprendre ces dynamiques de groupe, les alliances, les rivalités cachées, c'est essentiel pour pouvoir intervenir de façon pertinente, proposer une analyse de pratique par exemple, plutôt que de juste trancher. Et ça inclut aussi la relation spécifique avec les jeunes. Être une figure d'autorité, oui, mais une autorité qui sait écouter Qui sait négocier quand c'est possible? et qui sait poser des limites claires et ténues. Le guide détaille même 4 dimensions de cette intelligence. Perceptive, sentir les non-dits, l'ambiance. Compréhensive, analyser les logiques de chacun. Stratégique, anticiper les effets d'une parole, d'une décision. Et adaptative, ajuster son propre comportement. C'est un travail de tous les instants. Et au cœur de tout ça, il y a cette nécessité de porter une éthique éducative. C'est pas juste un supplément d'âme, c'est vraiment la boussole qui guide dans les moments difficiles, hein. Exactement. C'est ce qui donne le sens, la direction. Et cette éthique, elle repose sur quelques piliers fondamentaux, selon le guide. D'abord, la conviction profonde que chaque jeune, peu importe ses difficultés, son passé, a un potentiel d'évolution. Toujours. Ensuite, la recherche permanente d'un équilibre entre fermeté et bienveillance. Ni laxisme, ni rigidité punitive. Et enfin, le respect indéfectible de la dignité de chacun, des jeunes comme des professionnels. Le guide prend l'exemple très dur de Dylan qui a commis une agression sexuelle dans l'établissement. Situation extrêmement complexe, l'éthique, là, elle commande de tenir ensemble plusieurs choses en même temps. Protéger la victime, évidemment, sanctionner l'acte, qui est inacceptable, mais aussi maintenir une perspective éducative pour Dylan. Ne pas le réduire à son acte, chercher comment l'accompagner vers un changement, malgré tout. C'est une posture exigeante, hein, souvent inconfortable face aux réactions immédiates de rejet ou de punition pure. Mais c'est vraiment le cœur du métier. Ces tensions, ces principes éthiques, ils se confrontent tous les jours dans des dilemmes très concrets. Le guide en explore plusieurs, le grand classique peint. Institution versus équipe. Comment le cadre arbitre quand, mettons, des coupes budgétaires viennent percuter de plein fouet les besoins criants du terrain? Mais la pire des choses, ce serait de choisir un camp, de se ranger soit du côté de l'institution, soit de l'équipe. Le guide, lui, il pousse à chercher une 3e voie. Il appelle ça l'option C dans ses études de cas. C'est pas l'option A, céder à l'institution, ni l'option B, soutenir l'équipe contre l'institution. L'option C, c'est chercher une solution créative, une négociation, une co-construction, face à des coupes budgétaires par exemple.
Au lieu de juste annoncer la mauvaise nouvelle ou de monter l'équipe contre la direction, le cadre peut plutôt animer une réflexion. Bon, ok, on a moins de moyens. Comment on fait autrement? Est-ce qu'on peut réorganiser le travail, mutualiser certains trucs, revoir les priorités? Impliquer l'équipe dans cette recherche de solutions, ça permet souvent de trouver des arrangements moins mauvais, acceptables, même s'ils ne sont pas idéaux. Mais ça demande au cadre, c'est vrai, un certain courage politique. Tenir cette position médiane, c'est pas toujours confortable, ni vis-à-vis de l'équipe, ni vis-à-vis de la direction. Autre dilemme, très fréquent aussi. Sécurité versus relations éducatives. L'exemple de Mehdi qui menace avec un couteau. On imagine l'équipe déchirée. Faut-il l'exclure tout de suite pour protéger tout le monde ou le maintenir à tout prix pour ne pas répéter un scénario d'abandon qu'il a peut-être déjà vécu? Là encore, c'est la recherche de cette fameuse option C qui est cruciale. La réponse binaire exclusion ou maintien coûte que coûte, elle est rarement la bonne. Il faut essayer d'inventer une solution sur mesure qui tienne compte des deux impératifs, la sécurité et la relation. Le guide donne des pistes, par exemple, une mise à distance temporaire. Oui, pour assurer la sécurité immédiate et permettre qu'un travail de fond se fasse, mais avec un plan de retour clair et un accompagnement renforcé pendant et après. Pour maintenir le lien, la perspective éducative, il s'agit d'articuler sanctions, protection et soins. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre et l'autre. Des outils comme une grille d'aide à la décision, ça peut aider parfois, pour essayer d'objectiver un peu l'analyse des risques et des potentiels. Mais bon, la décision finale, elle reste humaine, complexe. Et pour finir sur les dilemmes, cette tension permanente entre cadre et souplesse. Comment on trouve le bon curseur entre des règles trop rigides qui deviennent maltraitantes et une absence de cadre qui finit par générer de l'insécurité, de l'injustice? L'équilibre est subtil, c'est clair. Le guide suggère quelques stratégies concrètes. D'abord, bien faire la différence entre les règles fondamentales, non négociables, la sécurité, le respect mutuel, et celles qui peuvent, peut-être, être adaptées au cas par cas. Les horaires de coucher pour un jeune qui commence un stage très tôt, la participation obligatoire à telle ou telle activité. Ensuite, quand on fait une exception, c'est important de la formaliser, de l'expliquer, pour que ça ne soit pas vécu comme de l'arbitraire ou du favoritisme. Un petit protocole dérogatoire, ça peut aider. Et puis, évaluer régulièrement si le cadre est toujours pertinent. Est-ce qu'il est encore adapté à la réalité du terrain, aux besoins des jeunes? L'exemple de Léonie, qui est très angoissée par les repas collectifs. La solution, c'est ni de la forcer brutalement, ni de la laisser manger seule dans son coin indéfiniment. On essaie de construire avec elle un protocole progressif. De la même manière, face à un conflit entre deux éducateurs, c'est le cas pratique numéro 3 du guide, une approche systémique, l'option C, encore, qui cherche à comprendre la dynamique globale du conflit, est souvent plus porteuse qu'un arbitrage autoritaire ou qu'un laisser-faire qui laisse pourrir la situation. Pour naviguer dans tout ça, cette complexité, les cadres ne sont pas sans ressources. Le guide présente plusieurs outils pratiques. Commençons par les réunions d'équipe et les débriefings post-crise. En quoi c'est plus que de simples réunions? Ah, ce sont des outils de management et de régulation absolument essentiels. Si, et seulement si, ils sont bien menés. La réunion d'équipe classique, pour être efficace, elle doit jongler avec 3 dimensions. L'information descendante et montante, la réflexion, analyser ensemble des situations, co-construire des stratégies, et la régulation, gérer les tensions, clarifier les rôles, les attentes. Le débriefing après une crise, c'est encore autre chose. Il doit être rapide, oui, sous 48 heures environ, mais pas trop à chaud non plus. Et très structuré. D'abord le récit factuel, sans jugement, puis l'analyse, qu'est-ce qui s'est passé, comment on a réagi, et enfin les apprentissages. Qu'est-ce qu'on en tire, comment on pourrait faire mieux la prochaine fois. L'objectif, c'est pas de chercher les coupables, c'est de progresser collectivement. Bien animés, ces temps-là sont vitaux pour la cohésion, pour l'amélioration continue. D'accord. Autre outil mentionné, le plan de sécurité. Comment on fait pour que ce soit vraiment utile? Pas juste un document administratif qui prend la poussière dans un classeur. En le pensant comme un outil vivant, co-construit avec l'équipe et testé régulièrement. Faire des petits exercices, des simulations. Il doit couvrir les scénarios les plus probables. La fugue, un épisode de violence, une urgence médicale, une intrusion. Avec des protocoles clairs, simples, connus de tous. Mais surtout, il doit intégrer les aspects humains. Qui prend la décision si le cadre n'est pas là? Comment l'équipe se répartit les rôles en cas de crise? Qui intervient directement? Qui reste avec le reste du groupe? Qui appelle les secours? Qui prévient les familles, la direction? Et aussi, qui assure le suivi après la crise? Le soutien aux victimes, s'il y en a, mais aussi aux intervenants qui ont été en première ligne.
Une simple checklist des points clés, ça peut aider à vérifier qu'on a pensé à tout. Mais la clé, c'est vraiment que l'équipe se l'approprie. Le guide parle aussi d'un outil plus intime, plus personnel, le journal de bord du cadre. Ça sert à quoi concrètement? C'est un outil de réflexivité très puissant. Un espace à soi pour poser les choses, pour y voir plus clair. Il a plusieurs fonctions en fait. Une fonction mémoire, noter des faits, des petits signaux faibles qu'on pourrait oublier mais qui sont importants. Une fonction d'analyse, relire ses notes après coup, ça permet souvent de repérer des schémas, de prendre du recul sur une situation compliquée. Et une fonction de régulation émotionnelle. Écrire, ça aide à déposer des émotions difficiles, à clarifier sa pensée avant de prendre une décision importante. On peut y noter ses dilemmes, ses décisions, pourquoi on les a prises, les stratégies qu'on a envisagées, ce qui a marché, ce qui a raté, les questions qui restent en suspens. C'est un vrai compagnon de route pour grandir dans sa fonction. Et enfin, un point qui est souvent un peu négligé mais que le guide présente comme crucial, la supervision et l'analyse des pratiques. Pourquoi c'est si nécessaire? Parce que la charge émotionnelle et la complexité éthique de ce poste sont juste énormes. Personne ne peut porter ça tout seul indéfiniment sans risquer de s'épuiser ou de faire des erreurs. La supervision individuelle, avec quelqu'un d'extérieur qualifié, ça offre un espace confidentiel pour pouvoir parler de ses difficultés, analyser ses propres réactions, ses blocages, prendre du recul sur les situations qui nous collent trop. L'analyse des pratiques, c'est souvent en groupe, entre pairs, entre cadres. C'est complémentaire. Ça permet de partager les expériences, d'apprendre les stratégies des autres, de déconstruire ensemble des situations complexes grâce à une méthode précise. Franchement, c'est pas un luxe, c'est des outils indispensables pour tenir sur la durée et pour maintenir la qualité de son travail, de son jugement. En résumé, ce guide nous dépeint le rôle de cadre dans ce secteur comme une fonction d'équilibriste. Oui, un pilier vraiment qui assure la cohérence, la stabilité d'un système qui est soumis à des tensions énormes, permanentes. Un rôle qui demande d'assumer cet inconfort dont on parlait, de prendre des décisions souvent imparfaites mais nécessaires, dans un environnement où l'humain, l'imprévu, sont la norme. Son importance vitale, elle ressort vraiment avec force de cette lecture. Absolument. Et ce qui est frappant, je trouve, c'est la nature de l'autorité qui se dessine. C'est pas une autorité qui repose juste sur le statut hiérarchique, sur le grade. C'est une autorité qui se construit, qui se gagne par la compétence démontrée, la clarté de la vision, la constance dans l'action, la capacité à soutenir son équipe, à décider avec justesse, même dans le doute. La solidité éthique aussi. C'est une autorité qui, au fond, comme le mot le suggère, autorise, qui donne l'autorisation. Elle autorise les jeunes à grandir, à se construire malgré tout. Elle autorise les professionnels à oser, à innover dans leurs pratiques, à s'engager. Et elle autorise l'institution elle-même à s'adapter, à évoluer, à rester vivante. Et peut-être, pour ouvrir un peu la réflexion au-delà de ce secteur très spécifique, une question qu'on pourrait se poser. Dans quelle mesure ces principes qu'on a vus, cet art d'équilibrer les contraintes institutionnelles et les besoins humains, cette gestion de crise quasi permanente, cette navigation constante dans les dilemmes éthiques, est-ce que ça ne pourrait pas éclairer, inspirer les pratiques de leadership dans d'autres domaines? Je pense à la santé, au travail social en général, peut-être même à certaines formes d'enseignement. Tous ces secteurs centrés sur l'humain et soumis aussi à de très fortes tensions. C'est sans doute une piste intéressante à creuser.